maï, mon esprit que vous êtes bien, ça dit à peu près. Ben, c'est le rendez-vous hebdomadaire, c'est le rendez-vous de la semaine, c'est le rendez-vous de l'émission Tchou pour tête. Tchou pour tête, ben, ce soir, il y a une saveur spéciale. Il y a le trio enfin réuni. Comment allez-vous, Saïdi Aïlouich, tout d'abord? On est là, tranquille. Tranquillement? Oui. Saïdi Anaoui. Mais ça va, tranquille aussi. Ça va tranquillement? Bien, oui. Ben, on est là à trois, là, l'équipe qui réfléchit, qui pense aux thématiques, qui structure. Et ce soir, on va parler de la rétrospective de l'émission Tchoupoutet. Tout simplement, par rapport à tout ce que nous avons pu effectuer, toutes les thématiques, depuis qu'Ulrich nous a rejoints. Tout d'abord, Ulrich, je tenais à te dire merci, tu vois, par rapport à ta venue, te féliciter parce que, voilà, vous pouvez le constater, les spectateurs, téléspectatrices, la rigueur de Ulrich, ramener les idées, donc voilà, je tenais à te remercier. Naoui et moi, je pense. Exact. Merci à vous de m'avoir fait confiance. Donc voilà, donc ce soir, on va parler de la rétrospective de l'émission, on va vous expliquer c'est quoi Tchoupoutet, toutes les émissions depuis la fin de l'année. Depuis décembre. Depuis décembre. Et puis à partir de là, donc on va un petit peu discuter pour vous expliquer pour la suite également. Donc Grégory, tu peux nous passer le générique s'il te plaît? Pas encore? Bon, on va continuer. L'émission Tchoupoutet, c'est quoi son but? Tu nous as rejoint, mais quand tu nous as rejoint, comment tu vois l'émission Tchoupoutet de ton côté? Ben, c'était ce qu'on faisait déjà quand je venais dans Papa Génité ou les autres émissions. Le but, c'est de déconstruire, en fait, de prendre une thématique. En tout cas, déjà, partir du fait que, partir de constat. Le constat, c'est qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui ne vont pas en Martinique, qui sont liées à la justice, qui sont liées à l'éducation, qui sont liées à l'état de nos familles, la violence, le taux de pauvreté, le chômage, une problématique par rapport à nos infrastructures. Donc si on fait ce constat-là, qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut traiter, qu'il faut amener l'information auprès de la population pour comprendre les causes et ensuite comprendre aussi évidemment les conséquences et ensuite agir. Parce qu'en fait, si on ne comprend pas les causes d'une problématique, ben, en fait, on pourra mettre des rustines comme on veut, mais on ne pourra jamais en fait traiter les choses dans le fond. Donc le but, c'est de pouvoir justement faire cette déconstruction-là d'une thématique, prendre une thématique, la déconstruire, apporter justement de nouveaux concepts, de nouvelles idées, et ensuite aller vers les solutions qu'on apporte à travers différentes émissions. Et toi, Naoui, avec ce regard de l'extérieur, puisqu'on parlait hors antenne, depuis juillet, de par ta profession, tu n'as pas pu participer. Là, actuellement, pour le mois de janvier, pour les prochains mois, je pense que tu seras là. Comment tu as vu ton regard de l'extérieur par rapport à l'émission? Alors, sur les dernières thématiques, bon oui, l'émission, en ce qui me concerne, a pris un cran au-dessus, a pris un level dans le traitement justement des problématiques. Et après, bon, je ne vais pas rajouter d'autres mots sur la définition. Ulrich a très bien défini le travail que fait Tchoupoutet, c'est-à-dire poser une problématique, du moins. Prendre dans nos problématiques, faire le choix d'une problématique, l'analyser et puis proposer des solutions. Moi, je trouve qu'elles sont de plus en plus riches, les émissions. Et puis également, j'ai envie de dire que travailler, le truc aussi de Tchoupoutet, c'est vraiment travailler dans le fond aussi. On a pu le constater, la préparation des émissions, le choix des invités, vraiment travailler en profondeur par rapport aux thématiques. Donc, là, on a parlé de 1, 2, 3, 4, 6 thématiques. On a parlé des vols de terre, éducation musicale et tout. On a vraiment abordé beaucoup de thématiques dans beaucoup de palettes différentes. Et on a vu effectivement qu'il y a un problème chez nous, quels que soient les secteurs. On a pu dédicacer à Madame Gachette, qui a été notre première invitée quand on a parlé des vols de terre, entre autres. On a pu voir les problématiques des vols de terre, comment ça se passait, comment il y avait certains dossiers qui passaient sous la table. Certains maires et certains élus corrompus aussi. Moi, je vous invite à regarder. Là, on fait le rétrospectif des émissions, mais vous avez la possibilité de regarder toutes ces émissions sur YouTube ou bien sur la page de Zouk TV
en les Facebook. Donc voilà, là on fait le petit rétrospectif parce que il faut qu'on explique Tchoukoutec, il faut qu'on explique également pour les prochaines émissions comment ça va se passer. Donc par rapport au vol de terre, tu as des choses à dire par rapport à ça? Oui, donc ce qu'elle a pu dire, c'est-à-dire que c'est un système où, alors tu as parlé des élus, mais en fait il n'y a pas que les élus. Il y a toute une chaîne en fait de complicité qui se met en branle pour pouvoir faire ces acquisitions de terres pour ensuite justement faire de la promotion, de la spéculation en tout cas immobilière. Donc il faut bien faire comprendre ça aux téléspectateurs que ce n'est pas juste les élus qui font ça. Les élus font partie des complices, d'accord? Mais il y a les élus, il y a les géomètres, il y a les notaires, il y a les personnes qui travaillent dans les municipalités qui donnent les dossiers, il y a la préfecture, voilà. Tous ces... Il y a certains Martiniquais aussi, hein? Oui, évidemment, oui. Hein? Il y a des membres justement de la population qui interviennent en fait et qui participent finalement à cette spoliation des terres. Et je pense que l'affaire Pinto de la terre en tout cas aux Trois-Îlets de Félix de Gratte est l'exemple en fait le plus parlant de cette appropriation justement qui est machiavélique finalement, de tous ces mécanismes qui sont mis en place avec un notaire, donc le notaire Mathieu, qui a justement participé à la vente finalement d'une terre qui appartient à un Martiniquais, qui a son titre de propriété, qui donc du coup il fait en sorte que ce soit vendable en tout cas, donc il le vend finalement à une personne qui est aujourd'hui sur le terrain, qui elle-même vend du coup des lots à d'autres personnes et notamment des étrangers à la Martinique. Et en fait, M. Pinto, Hervé Pinto, qui est l'héritier, lui du coup est resté en justice, gagne ses procès et aujourd'hui justement il est toujours en difficulté par rapport à ça. Aujourd'hui il y a toujours des gens qui spolient sa terre et il se bat depuis 2 mois justement pour pouvoir la récupérer. Son bien. Parce qu'il y a des antennes, il y a des gens qui ont également construit. On rappelle aussi, comme tu disais, il est héritier du monsieur Félix Gratte. Voilà, comme il le dit souvent, il est héritier. Il ne dit pas que c'est que son terrain. Il est héritier. Donc il y avait un propriétaire avant. Et le terrain était, j'ai envie de dire, a été volé, tout simplement. Là, c'est un vol caractérisé. C'est pas comme si c'est une suspicion, quoi, tout ça. C'est un vol caractérisé. Il faut bien préciser que depuis ce temps-là, à part l'avocat qui a fait rapidement un communiqué, on n'entend pas les personnes qui ont volé cette terre. On ne les entend pas. On entend M. Pinto, justement, qui est passé sur Zouk TV, qui est passé sur d'autres chaînes en tout cas. Par contre, on n'entend pas ceux qui ont spolié la terre. Vous vous rendez compte en fait qu'en 2024, on est dans cette situation-là. Des gens qui ne parlent pas et ils continuent en fait de jouir d'une propriété qui ne leur appartient pas. C'est catastrophique. Et là, justement, c'est le meilleur exemple de ce qui se passe en Martinique. Et je pense qu'à travers cet exemple-là, c'est un exemple également pour d'autres Martiniquais qui sont confrontés à ce genre de problématique. Parce que si on trouve consensus dans cette affaire, je pense qu'il y aura d'autres affaires derrière. Je pense qu'il y aura énormément d'affaires derrière, puisqu'il y a beaucoup de familles qui sont confrontées avec les prescriptions trentenaires. Entre autres, dédicace à Poto et Di Salvador, on avait parlé en radio sur RBR, on avait parlé de la prescription trentenaire. Il y a beaucoup de terres où un collectif s'est levé à Basse-Rondeau par rapport à ces problématiques aussi. Saint-Joseph aussi, Madame Gachette en parlait, Saint-Joseph aussi. Ah oui, Saint-Joseph. Anse d'Arlet, beaucoup de communes. Diamant. Toutes les communes sont impactées par rapport à ça. Pas, il y a différents cas qui sont emblématiques, mais toutes les communes sont impactées et beaucoup de Martiniquais, effectivement, sont impactés ou pensent qu'ils ne sont pas impactés, mais en fait, pendant qu'on est en train de discuter, il y a peut-être quelqu'un qui fait une photo ou qui va voir des personnes qui sont dans le voisinage pour témoigner que la terre n'est pas utilisée, que le terrain n'est pas utilisé, et donc du coup, peut faire ce qu'on appelle la prescription trentenaire pour pouvoir récupérer le bien de quelqu'un qui est certainement en vie, qui est certainement peut-être en voyage ou quoi que ce soit. Il y a peut-être, pendant qu'on est en train de parler, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de vivre ça, de prospecter pour pouvoir prendre vos terres. Il y a aussi des Martiniquais qui ont leur maison, qui ont déjà construit, des fois ils n'ont même pas de titre de titre au niveau de leur terre également. Ça existe. Donc oui, il y a aussi la famille Lambert en Guadeloupe qui était confrontée aussi par rapport à ça, par rapport à leurs biens. Et d'ailleurs, il y a une décision de justice qui est tombée hier ou avant-hier, les incriminant, les propriétaires, parce que du coup, ils n'ont pas respecté la loi en mettant dehors les locataires. Non, c'est pas forcément par rapport à l'hivernage, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une autorisation de pouvoir mettre les personnes qui louaient leurs biens, de le mettre dehors, parce qu'en fait, il y a toute une procédure à suivre. Et ensuite, il y a les huissiers, etc. Et puis ensuite, il y a une décision qui est prise disant que la personne doit quitter les lieux.
Comme cette décision-là n'a pas été prise, ils ont été condamnés parce que ils ont décidé de le faire sans attendre que la justice puisse faire son travail. Donc ça encore, c'est un cas emblématique qui s'est passé en Guadeloupe, parce que la Guadeloupe aussi a subi en fait les mêmes problématiques de vol de terre que nous. Donc là, en fait, c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, qui se permet justement de louer un bien, qui se permet de ne pas payer le loyer, et qui ensuite est assez à l'aise, parce qu'il faut voir les vidéos, vous êtes allé de louer, de le sous-louer aussi, de sous-louer à quelqu'un, de récupérer l'argent exact. et d'être relativement à l'aise derrière les gendarmes quand il y a la mobilisation des Guadeloupéens. Il faut voir son sourire, Le gars ne payait pas le loyer. voilà, il était narquois, exact, appuyé sur le mur, à voilà. regarder, Il était tranquille, à sourire. il était vraiment tranquille. Et ça, en fait, ça prouve que il y a des gens en fait qui ont vraiment ce sentiment d'impunité de se dire bon, en fait, on peut y aller, on peut faire ce qu'on veut. Et d'ailleurs, bon, ça c'est une rumeur, ça reste à confirmer. Il paraîtrait qu'il serait dans nos... Ah oui, j'ai entendu cette rumeur-là. sur notre territoire. Donc, Martiniquais, si jamais vous le voyez, faites tout signe. Soyez vigilants. Vraiment, soyez vigilants, lisez les panneaux. Quand vous voyez, Madame Gachette, elle précisait ça, quand vous voyez des panneaux de construction, lisez les panneaux. Lisez les panneaux et demandez aux mairies de publier les parcelles justement qui existent sur le territoire, de publier les ventes, de publier toutes ces choses-là en fait qui doivent être accessibles à la population. Je tiens à dire aussi, je ne sais pas si vous le savez, on est également diffusé en Guadeloupe. Donc voilà, donc nos amis guadeloupéens. En plus, il y a eu un élan de solidarité par rapport à l'affaire Lambert, parce qu'il y a eu beaucoup de Guadeloupéens qui se sont mobilisés. Et à travers cet attroupement, cet élan de solidarité, ça a déclenché, C'est cet élan de solidarité qui lui a permis de récupérer. Le gars vivait dans une tente avec sa femme enceinte. C'est cet élan de solidarité qui a permis qu'il récupère la maison. Donc je vous invite à regarder à cette thématique, le vol des terres, très important et très intéressant. On continue ? Sur le vol de terre, j'aimerais quand même parler de quelque chose qui se joue actuellement. La construction, du moins je ne vais pas dire la construction parce que j'espère qu'elle ne se fera pas. Donc on dira le projet de construction d'un hypermarché au Vauclin sur terrain inondable et terrain qui avait déjà été promis à un collectif d'entreprises du Vauclin en fait. À un collectif, c'est-à-dire qu'il y a 5 hectares, zone inondable, mangrove, tout ça, on a l'impression de revivre Génipa, qui ont été vendus à... Alors, quand j'ai regardé l'émission, les chiffres, c'était entre 21 et 14 euros le mètre carré, qui ont été vendus à la même personne. Alors que ça avait été promis avec mot signé qu'elle serait attribuée aux commerçants, voilà, au collectif des commerçants du Vauclin. Cette histoire est à mettre en parallèle avec le Robert, où le bourg du Robert est mort. Les commerçants, ils sont en difficulté. Pourquoi ? Parce qu'il a d'abord été installé un hypermarché, puis une zone commerciale. En fait, tout ça... Ce genre de structure, ce genre d'hyperstructure tue notre industrie locale. Elle tue notre industrie locale et les commerçants du bourg du Vauclin ont du souci à se faire si ce projet voit le jour. Non seulement les commerçants, mais aussi les riverains. Parce que la zone étant inondable, alors quand j'écoutais l'émission, la zone étant inondable, les constructions sont au perché, 1,20 m. 1,20 m minimum au-dessus du sol. Et vu que c'est une zone inondable, donc c'est même pas un risque, on te dit que ça va arriver. On ne sait juste pas quand, mais ça va arriver. Donc ils ont déjà regardé le chemin que va emprunter l'eau. Le chemin qu'emprunte l'eau quand il y a des crues, quand l'eau monte. Donc ça a permis de gérer les constructions autour. Et en fait, la construction de ce centre commercial avec les murs qu'il va mettre pour se protéger lui et qu'il a déjà commencé à mettre change la conformation, si on peut dire, du territoire en cas de crue. Donc là, met en danger les populations qui ont autour et qui ont construit autour. Ouais.
À la base, selon, ils ont construit en fonction de la spécificité du lieu et spécificité qui se retrouve changée par rapport à la structure du centre commercial. Donc, mise en danger aussi des populations environnantes. Surtout à littoral, le Vauclin, c'est pas de la mer. Hein. Oui, mais c'est sur un territoire de mangrove. Sur un territoire, tout simplement. Inondable de mangrove, 5 hectares, 14 € le mètre carré. Pour quelqu'un qui a déjà tout. Ça démontre encore la force des lobbies en Martinique. De certains lobbies. Tu veux rajouter quelque chose, Yuri? Non, on peut passer à la suite. Passer à la suite. On va passer une petite. On va parler de la musique, l'éducation musicale. Dédicace à Vence. Ven. Ouais. Depuis l'autre jour, elle m'a dit Vence. Excuse-moi, dédicace à Vence. On avait parlé d'éducation musicale. Un jeune homme très éclectique. C'était une très belle thématique, très belle émission. Et il a pu parler de la complexité des musiciens par rapport à la musique, mais pas que. Il a parlé également, la même chose, hein, téléspectateurs, téléspectatrices, je vous invite à voir l'émission, encore une fois. Et il a pu parler également de l'évolution de la musique, de l'évolution à travers un travail, également le talent martiniquais, à travers les sonorités. Il a parlé des jeunes producteurs aussi, dont Natoxy aussi. Il a parlé également du DJ Tutus, également par rapport les anciens groupes qui ont ramené aussi une qualité, mais qu'il y avait une évolution, que souvent on voit le côté, je dirais la génération à se dire c'était mieux avant, mais c'est pas forcément ça. Par rapport à cette thématique-là, ce que j'aurais envie de rajouter, c'est que est sorti il y a environ un mois un son qui s'appelle Begin Chata, donc qui est produit par Natoxy avec la team TKD. Begin Chata, du coup, totalise aujourd'hui 85 000 vues. Sur la chaîne de Natoxy, c'est de la 57e vidéo qui a le plus de vues. Je répète, 57e. Donc, ça va totalement en contradiction avec le discours qu'on entend, où on entend nos compatriotes dire que ouais, les jeunes là actuellement, il y a qu'à faire, il y a qui chante sur slackness, il y a qui coquet à dans ça, il y a qui gros mots, il y a qui insulte, bye. Donc, je ne sais pas si c'est en réaction de ça. Je pense aussi que lui-même, Natoxy, voilà, il fait des productions, il fait tout type de production. Donc, il a sorti ce son-là. Et il faut bien voir justement que le son n'est pas publicité par le public. Donc, quand on entend ces critiques-là, il faut bien comprendre que c'est le public en fait ce qui fait le succès d'une chanson. Donc, si aujourd'hui une chanson qui plébiscite la Begin à travers un rythme chata, parce qu'en plus, Ven l'avait rappelé, hein, que le rythme, c'est le tak-pitak, hein, tout à fait, qui est simplifié et qu'on retrouve dans le chata. Donc, quelqu'un de la nouvelle génération fait un son qui va dans le sens de la valorisation justement de nos musiques traditionnelles et il n'obtient que 85 000 vues. Donc, la faute à Natoxy ou la faute au public? Je laisse les personnes décider justement de quelle est la conclusion à tirer en fait de cette situation-là. On ne refait pas la thématique, mais il y avait quand même aussi ces deux spies à Rivière-Salée. Ils font les mélanges de sonorités, mais eux, il y a quand même aussi un nombre de vues important. Donc ça va dépendre aussi, comme tu disais, c'est le public qui choisit. Oui, d'accord, mais à ce moment-là, justement, il faut, quand on critique les artistes, il faut aussi se critiquer soi, puisque finalement, on voit bien que les sons qui sont les plus publicités, c'est pas en fait les sons qui parlent de notre culture justement et qui la valorisent. Donc, moi, j'ai envie de dire, soyons humbles à ce niveau-là, faisons le travail et comme justement, je dis souvent, arrêtons en fait de critiquer les nouvelles générations qui produisent de la musique. C'est un art, c'est pas le chata, c'est un art, je répète, c'est un art. Vous pouvez ne être d'accord, ne pas être d'accord, etc. On n'aime pas tout ce qui se passe dans l'art, mais par contre, force est de constater que c'est une œuvre qui est produite et qui est innovante. Il n'y a pas 10 000 en fait, chansons, il n'y a pas 10 000 chatas. Le chata, c'est chez nous. Made in Martinique. Made in Martinique. Donc, et en plus, publicité justement de plus en plus à l'extérieur de la Martinique. Donc, ça veut bien dire que c'est un art. Point barre. Vous aimez pas, c'est de l'art. Donc, respectons nos artistes. On a parlé aussi du fait que les artistes n'étaient pas forcément payés en temps et en heure. Respectons les artistes et donnons-leur la force. Ça, ce serait justement plus valorisant, en tout cas, pour notre patrimoine martiniquais. Il y a la valorisation, mais il y a aussi le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Donc, quand ils viennent faire des prestations pour les municipalités, ils ne revoient pas forcément leur argent après quelques mois. Et c'est encore plus énergivore pour eux de réclamer leur dû. Tout travail mérite salaire. Exactement.
Un petit mot par rapport à l'éducation musicale? Moi, c'est juste appuyer ce qu'Ulrich a dit. Pour moi, l'important, c'est de ne pas créer cassure qu'il y a pu y avoir entre les différentes générations. C'est-à-dire être dans la critique, on a des choses en tant qu'adultes à transmettre à la jeune génération. Et si on se met à voir tout ce qu'ils font mal alors que nous ne sommes pas eux, nous n'avons pas les mêmes filtres qu'eux, de la même façon que nos parents n'avaient pas les mêmes filtres que nous. Et on s'est pour beaucoup senti incompris. Essayons de ne pas réitérer. Parce qu'à partir du moment où la jeune génération se sentira incompris, se sentira stigmatisée, se sentira pointée du doigt, le jour où il y a problème, le jour où, quel que soit, ils ont besoin ou autre chose, ils ne se tourneront pas vers nous, en fait. Et ça, c'est prendre le risque de rompre la transmission, la chaîne de la transmission. Je pense que aujourd'hui, ce à quoi ressemble notre société, la transmission est quelque chose de primordial, à préserver au maximum. Sans transmission, on se perd. On parle d'unité, hein? Donc à partir de là, l'unité passe aussi par le respect. Donc voilà, respectons chacune des générations, leur sonorité, leur musique. Voilà, tout simplement. Donc il faut les laisser s'exprimer et surtout les accompagner en fait. Parce que forcément, si on les accompagne pas, qu'ils vont faire justement des choses qui vont aller vers les extrêmes. Mais si en fait on crée du lien, il n'y aura pas en fait d'extrême. Parce que justement, on aura réussi à créer ce lien-là et cette solidarité. Mais si on est là et qu'on appuie juste sur leur tête pour les critiquer, oui, forcément, le lien va être cassé. Et voilà. Exact. Il n'y aura plus de transmission. Ils ne se laisseront pas accompagner par nous. On ne se laisse pas accompagner par quelqu'un alors qu'on a l'impression que ce quelqu'un nous juge à longueur de journée. Cherchons des points de convergence au mieux de se disperser. On continue pour le... Non? Oui, on continue. Oui. On va passer maintenant au VSS, les violences sexuelles et sexistes. Dédicace à Neil Akivar. C'est bien ça? Neil Cuivar. Neil Cuivar. Cuivar, oui. Neil Cuivar. Tout à l'heure, c'était Vance, c'était Neil Cuivar. Voilà. Donc, les VSS, les violences sexuelles et sexistes. C'était une thématique très intéressante aussi, avec un débrief intéressant, parce que je le rappelle aussi, parce qu'il n'y a pas que l'émission, hein, le lundi, aux alentours de 19h, sur la page Instagram FMedia 234, abonnez-vous. Vous avez la possibilité de voir les débriefs des émissions. On refait les émissions, vous connaissez déjà, à partir de 17h30 le lundi, et rediffusée le samedi à 10h, pendant ce temps qu'elle est là, vous pouvez écouter l'émission tranquillement. Donc il y a le débrief, et on avait parlé des violences sexuelles et sexistes. Donc aussi, lors de la préparation, on a pu parler de l'harcèlement de rue. Ah oui. Ah, excuse-moi. J'allais été on a parlé de l'harcèlement de rue. Oui. Et tu me disais qu'à l'époque, si tu devais juste traverser une rue, tu étais obligé de faire 10 000 chemins pour juste arriver à ton arrivée. Ah, c'est pas si je devais, en fait. Le centre-ville, alors, les lycées, on sait où ils se trouvent en majorité, et il faut traverser le centre-ville. De toute façon, l'arrêt de bus, le terminal des bus se trouve à la Croix-Mission au centre-ville. Et oui, effectivement, il y a des rues que tu n'empruntais pas. You go to Douai, c'est le chemin le plus court, le plus rapide. Mais qu'en tant que jeune fille, et pour autant, comme je vous disais, j'étais garçon manqué, donc pas de vêtements moulants. Donc franchement, je plains les filles qui étaient, mais c'est pas que je plains, j'ai vécu ça aussi avec mes copines, qui étaient déjà, même elles, plus féminines, mais même moi qui étais garçon manqué, donc un accoutrement où j'aurais pu penser qui n'attire pas l'œil, je me retrouvais à devoir... emprunter des rues. Voilà, emprunter des rues, faire plus de chemin. Pourquoi? Pour ne pas passer dans certaines rues, parce qu'il y avait des jeunes hommes attroupés qui n'avaient pas de comportement correct, en fait. Même à cette époque où on ne parlait pas encore de harcèlement de rue, c'était quelque chose de... Non, je sais pas si tout le monde s'imagine, quoi. Je sors du lycée, je suis déjà descendue à pied, je descends jusqu'en ville à pied, et puis arrivé là, il faut que je me rajoute du trajet juste parce que passer au milieu de garçons, même si ça ne dure pas longtemps, c'est quelques pas, 3-4 pas, mais c'est une épreuve. Parce que je me rappelle, on avait déjà fait une thématique avec Neil, et elle nous racontait que si le problème aussi, c'est le nombre
de plébiscite. On passe dans une rue, on est accosté. Une deuxième rue, une troisième rue, une quatrième rue. Donc, limite comme si des hommes n'ont jamais vu des femmes passer dans la rue. Je dirais pas que c'est parce qu'ils n'ont jamais vu. C'est un fonctionnement qui se transmet, c'est un fonctionnement. Après, bon, avec un sociologue, ça serait peut-être plus judicieux d'en parler. Mais même la première rue, en fait, et puis c'est pas que accoster. Accoster peut ne pas être intrusif. Du moins, pas ne pas être intrusif, être respectueux. Mais là, ça ne l'était pas, en fait. Pas respectueux, agressif. Ouais, non. Difficile à vivre. Sur juste quelques mètres. Se dire que juste quelques mètres, ouais, c'était compliqué. Donc, comme tu disais, toi, tu t'habilles en garçon manqué. Donc, on regarde comment ça se passait. Et donc, pour autant, imagine-toi, voilà, des femmes qui veulent juste s'habiller, tout simplement, et puis qui sont confrontées à tout ça. Voilà, ça montre juste qu'en fait, l'habit n'est pas le problème. C'est ça. Quand j'ai précisé du fait que j'étais garçon manqué, c'est en fait pour dire ça. L'habit ne posait pas de problème. C'est pas l'habit qui fait que tu es plus ou moins. C'est un fonctionnement. C'est un fonctionnement. Même si tu es habillé d'un sac, c'est un fonctionnement. C'est tel leur fonctionnement. C'est toujours. Hein. C'est toujours. Voilà. Oui. faut le reconnaître. Et justement, ce qui va être fait par certains hommes martiniquais, ou en tout cas hommes et femmes en tout cas, qui sont convaincus que la masculinité en tout cas martiniquaise est saine, ou que maintenant il n'y a pas vraiment de problème, c'est que le réflexe ça va être de dire non mais ça va, c'est pas si grave que ça, ce sont des blagues, voilà, on va minimiser, ou des fois même on va dire banaliser aussi. Il y a même parce qu'on a eu justement ces cas-là où certaines femmes vont dire oui mais les hommes aussi subissent des agressions. Non, alors trouvez-moi un homme qui sort d'un lycée, qui va justement jusqu'à son domicile et qui se fait alpaguer par des hommes ou des femmes qui sont sur le chemin. Ça n'existe pas. Ou en tout cas, bon, c'est peut-être un Martiniquais sur 200 000, ça n'existe pas. C'est pas un fait de société. Le fait de société, ce sont les femmes qui subissent cette réalité-là. Il faut la regarder en face et se dire qu'à partir du moment, il faut que ça s'arrête en fait. Parce que justement, ça crée des comportements en fait. Parce que je ne sais pas si c'était vraiment un choix de vouloir s'habiller ainsi. Ah, c'est sûr que ça ne m'a pas aidé dans le choix de mes habits. Voilà. Je me sentais plus en sécurité à être habillée XXL. Voilà, exactement. Donc, vous voyez que ça change finalement le fonctionnement d'une femme pour pouvoir se protéger. Donc, après, en fait, on ne peut pas juger les personnes qui s'en protègent. Notamment, par exemple, les femmes qui portent la burqa. Parce que souvent, justement, on parle à leur place, mais on ne leur demande pas pourquoi, par exemple, elles portent la burqa. Certaines, justement, c'est pour se protéger de ça. C'est pour que l'homme ne puisse pas poser son regard de prédateur sur justement la femme. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas des douces paroles qui sont échangées. Ce sont des choses de prédateurs, de personnes en fait qui, c'est comme si c'est un lion qui joue avec l'antilope justement qu'il va bientôt manger. Bon, donc ça c'est dangereux. Et aujourd'hui justement, ça ne s'appelle plus harcèlement de rue. Alors du coup, c'est une loi qui a été votée et qui est en application depuis le 1er avril. Ça s'appelle donc du coup, l'infraction s'appelle outrage sexiste ou sexuel. Donc c'est le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Et à partir justement du 1er avril, justement, c'est devenu un délit. Voilà. Donc justement, la justice a enfin compris, à travers le harcèlement de rue, elle avait déjà compris, mais là, elle a changé les choses pour que l'arsenal soit de plus en plus dur concernant les personnes qui s'adonnent justement à ces outrages sexuels ou sexistes. Maintenant, le plus dur, ça va être de faire en sorte que ce soit effectif, d'appliquer finalement la loi, qu'il y ait des personnes qui puissent être témoins de ce type de situation et aller justement aider la personne qui porterait plainte pour que quelqu'un qui a eu des outrages sexuels et sexistes puisse être traduit en justice et assumer les conséquences de ces actes. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, étant donné que les hommes sur l'espace public pensent qu'ils ont une impunité. C'est pour ça en fait qu'ils vont continuer à s'adonner à ça et que le phénomène ne va jamais disparaître. Par contre, si c'est puni et si réellement les personnes qui font subir ces outrages-là sont punies, je suis sûr et certain que ça va commencer à diminuer et qu'on va peut-être commencer à passer sur un espace public qui sera sain pour les femmes. Entre autres, je vous invite à voir un film, il est intitulé Malnom. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Mais c'est l'harceleur qui se fait harceler. C'est un film martiniquais, un court-métrage, et ça explique, oui. Ah bien, on peut le regarder où?
Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Mal non. Ok, je vais chercher. Mal non. On peut se renseigner. Et ensuite, la dernière chose, c'est que violence sexuelle et sexiste, c'est énormément en fait de situations. Ce n'est pas que du viol, d'accord. Ce sont les agressions sexuelles, c'est le cyberharcèlement, c'est le viol conjugal, parce qu'il existe, hein, il faut le rappeler. C'est le viol conjugal, ce sont les violences intrafamiliales, c'est l'inceste, etc., etc., etc. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent dans les violences sexuelles et sexistes. Ce ne sont pas que les viols. Que des viols. Que les viols, exactement. En parlant d'inceste, il y a aussi le mythe, la légende du Dorlis. On a pu également en parler lors du débrief, mais également pendant l'émission, avec le mythe du Dorlis qui disait que peut-être le Dorlis, comme tu le disais, là oui, que le Dorlis était souvent dans la maison même. Oui, c'est ce que Neil expliquait. Moi, j'ai compris, j'ai pris connaissance de cette vision du Dorlis lors de l'émission. Et je l'ai trouvé très intéressante de se dire que derrière ce schéma, derrière ce personnage magico-mystique d'ici, il y a peut-être une vraie réalité. Il y a peut-être souvent dans les contes, main noire ou machin, tout ça, les contes étaient faits pour empêcher, pour prévenir des dangers. Les personnages monstrueux des contes sont souvent faits pour éviter les dangers aux enfants, sans leur dire, ben là, il y a danger, puisque c'est peut-être pas encore à hauteur de sa compréhension. Donc, pour éviter de dire là, il y a danger, de donner des détails compliqués qui ne sont pas encore adaptés à l'âge de l'enfant, eh ben, on met un personnage monstrueux à la place. Ça prévient, et là, franchement, j'ai trouvé que le choix était... J'y avais jamais pensé, en fait. Que le Dorlis représente l'adulte qui impose l'inceste à l'enfant. Et parce que oui, c'est toujours dans la maison, il faut pas en parler. Comme Neil disait, c'est des traces de coups, bien des écorchures qu'on retrouve sur la peau au petit matin. Pareil, quand on écoute les histoires de Dorlis, ben, on ne peut pas parler, on ne peut pas crier. Quand il vient, on est comme empêché de parler, empêché de crier. Donc j'ai trouvé ça vraiment... Ouais. J'ai trouvé ça vraiment astucieux. Et du coup, ça pousse à l'empathie. Ça arrive souvent d'avoir cet échange-là. Messieurs, mettez-vous à la place des femmes, notamment, allez dans une soirée gay-friendly. Et est-ce que vous allez accepter en fait qu'on vous... on vous agresse en fait sexuellement tout le long. Je ne dis pas que ça se passe dans les soirées gay-friendly, mais imaginez-vous dans cette situation-là. D'accord ? Si vous n'êtes pas capable d'accepter ça et vous pensez que vous serez violent envers les personnes qui feront ça sur vous, ben ne le faites pas. Ah, bien. c'est assez ça. Pour revenir aussi concernant le film Malnom, eh bien, c'était l'harceleur, un homme qui était derrière les femmes, ok, je dirais irrespectueux envers mesdames, et ensuite il s'est réveillé, je sais pas, il s'est réveillé comme, et c'est les femmes qui venaient derrière lui, il lui traitait de la même manière que lui il traitait les femmes. Donc c'est un court-métrage que je vous invite à regarder, tout simplement. On continue ? D'accord ? Là, on va passer, on a parlé des VSS, le modèle agricole, la fin d'un cycle. Dédicace à monsieur Jonathan Lery-Agara. C'était une thématique aussi, comme toutes les autres thématiques, très très intéressante. Donc on a pu parler de modèle agricole en fin d'un cycle. On va en parler. On a pu voir également certains constats. On a pu voir certaines problématiques aussi. Par rapport à ça, bien sûr, vous avez des choses à dire. Ça, je sais ça, c'est pas Naoui. Non, alors, émission très intéressante. Vraiment très intéressante, puisque, comme tu disais, c'est elle qui a disséqué la problématique. Ouais, c'est elle qui a disséqué la problématique et analysé, expliqué pourquoi on peut affirmer que le cycle agricole touche à sa fin. Et qui donc, s'il touche à sa fin, normalement, comme nos grands-mères disaient, c'est pas lorsque tu as faim que tu te lèves pour aller mettre à manger. Donc, normalement, vu que la fin d'un cycle approche, on aurait déjà dû avoir des solutions. Nos élus, on dira, voilà, nos élus auraient déjà dû proposer une ouverture vers un autre cycle.
Donc on voit déjà la fin du cycle, mais on ne sait pas vers quoi on va. On a pu constater aussi, excuse-moi de t'interrompre, on a pu aussi constater la complexité avec des décisions qui sont attendues en Europe. Il y a aussi cette... Mais c'est ça, ça reste des élus. Ça reste des élus qui décident pour nous et qui s'orientent dans la progression, du moins qui s'orientent dans une continuité qui n'existe pas puisque le cycle touche à sa fin. Tout montre qu'on n'y pourra rien, le cycle touche à sa fin. Pour autant, il continue à prendre des décisions qui vont dans ce sens plutôt que de préparer l'avenir, tout simplement. Tout à fait. Sans connaître aussi souvent nos spécificités aussi. Ulrich. Donc, chez un Martiniquais, je ne vais pas vous apprendre que nous sommes européens, d'accord? Qui voulait que vous parlez? Nous faisons partie d'une communauté européenne. Donc, faisant partie de cela... Comme la Roumanie, la Pologne, etc. Voilà. Et on fait partie d'une institution politique qui s'appelle l'Union européenne. Et du coup, en faisant partie de cette Union européenne-là, du coup, il y a une hiérarchie des normes. Donc, il y a des lois, justement, les lois européennes s'appliquent ensuite à toutes les personnes qui ont ratifié, finalement. Alors, sachant que nous, les Français... C'est marrant parce qu'on n'a pas ratifié, mais on nous a fait ratifier quand même après sous Sarkozy, notamment. Donc, comme on a ratifié, donc du coup, il y a des lois en fait qui sont votées au niveau européen et qu'on est censé appliquer. On peut être plus strict, mais par contre, on est obligé d'appliquer la règle. Des fois, d'ailleurs, dans le bio français est plus strict qu'en fait que les autres législations à ce niveau-là. Mais par contre, quand une législation est prise, on doit la suivre. Donc, on en a parlé justement par rapport aux pesticides, parce qu'il y en a certains justement qui sont prorogés. Ça nous permet justement de se dire que la problématique, c'est qu'effectivement, nos élus, du coup, subissent cela, mais ça ne veut pas dire, en fait, qu'ils sont les élus, les agriculteurs, les acteurs de terrain, ça ne veut pas dire, en fait, qu'ils ne peuvent pas agir et faire notamment ce qu'on appelle des obéissances civiles, des fois, ou même tout simplement utiliser ce qui est légal. C'est-à-dire que légalement, on peut très bien ne pas utiliser de pesticides. Vraiment. Tout simplement. On peut très bien ne pas, en fait, aller acheter les stocks de pesticides qui se trouvent dans les magasins qui vendent des produits agricoles. Parler de lobby. Voilà. On n'est pas obligé en fait de suivre ça. Mais par contre, effectivement, c'est là où il faut qu'on apporte finalement les alternatives. Enfin, c'est pas tellement qu'on doit apporter des alternatives. En vrai, les alternatives sont là et on peut les utiliser. Mais la situation veut que on est plutôt attentiste par rapport à cela et qu'on attend justement qu'il y ait un groupe de personnes qui se lancent pour pouvoir voir en fait quels sont les effets. À partir du moment où c'est bénéfique, on va commencer à rentrer dedans. Donc, ça nous a permis justement de traiter le fait que les agriculteurs veulent ce changement, de passer justement d'une agriculture intensive à une agriculture qui soit respectueuse du vivant, mais ils sont tellement contraints par leur situation actuelle, qui est un héritage justement de cette agriculture intensive, que des fois en fait ils sont démunis et que finalement ils finissent par suivre le modèle existant, le statu quo, plutôt que d'agir justement dans un sens qui irait vers les solutions qu'on a pu aborder par la suite. Donc, encore une fois, ça vient de nous. Je répète effectivement qu'un agriculteur, par exemple, quand il fait son plan d'assolement, c'est en fonction de ce que les consommateurs lui demandent. Donc, si on ne lui demande que de la pastèque, que de l'ananas, il fera de la pastèque et de l'ananas. Si on commence à lui demander des variétés locales, parce qu'on s'en rend compte en tout cas que on boit de moins en moins, enfin on trouve de moins en moins de jujubes, on trouve de moins en moins de cigarettes, on trouve de moins en moins de pommes d'eau, de quénettes, etc., etc. Donc, si on constate cela, c'est bien aussi parce que nous, en tant que consommateurs, on ne les consomme plus. Donc, eux, ils s'ajustent. Ils se disent, bon, les gens vont m'acheter de la banane, je vais faire de la banane. Les gens vont m'acheter de la pastèque, je vais faire de la pastèque. Si nous, en tant que consommateurs, on change les choses, et notamment pour ceux qui changent d'alimentation et qui veulent des légumineuses, on a énormément de variétés de pois. Allons voir les agriculteurs pour leur dire, bon voilà, je t'assure que l'année prochaine, je t'achète en fait les pois que tu vas produire. Et les pois, je crois que c'est à partir après 4 mois après avoir planté que tu commences à que tu peux commencer à récolter. Donc nous avons le pouvoir à ce niveau-là, utilisons-le et faisons en sorte que le modèle change. C'est comme tu disais par rapport à la musique. Si c'est ce qui est demandé aux artistes, voilà, donc c'est pareil, c'est la même chose. Si nous, la masse, du moins la masse a le pouvoir d'orienter. Donc si elle prend son pouvoir d'orienter en main, oui, les choses bougeront. Et ça sera plus facile pour tout le monde. Il faut changer les habitudes des consommateurs. Oui, les consommateurs doivent changer leurs habitudes. Encore une fois, il ne faut pas qu'on attende qu'on vienne nous dire il faut changer. Non. Maintenant, on est grand, même si on est toujours européen, bon, ça, c'est autre chose. Mais on est grand, on est souverain, donc agissons justement en tant que souverain. Manifestons notre volonté de puissance, comme dirait Omotouni. Et ne pas pointer du doigt les agriculteurs aussi. Exactement. Nous, on est ensemble.
on est ensemble, soyons solidaires. On va les incriminer, comme tu disais. Il y a aussi des directives. Ils ont des directives de plus haut, mais ils ont aussi la possibilité de ne pas forcément suivre ces directives-là aussi. Par contre, pointons les grands planteurs et les grands lobbies qui, eux, agissent dans leur dos pour pouvoir justement les soumettre et continuer à faire de l'agriculture intensive. D'ailleurs, ils se sont gossés il y a 2 jours du fait que la canne, on a une récolte de canne qui est géniale. Ben oui, c'est vrai que ça va vraiment solutionner la problématique agricole. Youhou, l'autosuffisance. Si le bateau ne rentre pas, youhou, on va manger de la canne. On va manger de la canne, trop bien. Franchement, on a de la chance, ça va. On en rigole, mais aussi, il y a aussi un appauvrissement de nos terres. Quand c'est comme ça aussi, on parle de vol de terre, mais l'appauvrissement de nos terres à travers la monoculture, c'est pas forcément bon aussi. Mais ça, on va en parler dans 2 points. On continue? Là, on va parler du compostage, parce que qui dit fin de cycle, également proposition de nouvelles alternatives. Et là, on a pu parler, dédicace à monsieur Guinel Olo, on a parlé du compostage. Une thématique encore très intéressante que je vous invite à revoir sur YouTube, mais sur la page Facebook de Zouk TV. Donc, effectivement, on a parlé du compostage, des applications de la loi, également un réflexe à avoir, je dirais un langage à changer, un discours à changer par rapport à ça. Tu peux parler un petit peu du compostage? Tu te rappelles un petit peu? Oui, évidemment. Déjà, rappeler que depuis le 1er janvier 2024, les déchets alimentaires ne doivent plus être jetés à la poubelle. Et c'est une obligation, justement, qui vient pour le coup de l'Europe. Et malheureusement, on ne pourra pas... C'était censé. Voilà. Enfin, oui, non, mais la loi est passée. Maintenant, on ne pourra pas l'appliquer. Donc, ça veut dire que là, on n'aura pas de contravention parce qu'on n'aura pas fait ce tri à la source. Bon, parce que finalement, les moyens n'ont pas été mis en place. Pourtant, c'est depuis 2015 qu'on parle de cette loi-là. Mais en fait, les moyens n'ont pas été mis en place pour que les habitants puissent avoir un endroit où ils puissent jeter justement leur matière organique. Alors, mais c'est bien que j'ai fait le lapsus. Non, c'est très bien que j'ai fait le lapsus. Comme on est on l'explique aux téléspectateurs, comme on est dans un changement de paradigme, on ne va plus parler de déchets, mais on va parler justement de matière organique qui sera utilisée pour nourrir justement la terre. Par la suite. Donc, comme les moyens n'ont pas été mis, n'ont pas été organisés pour qu'on puisse avoir cette facilité pour faire ce qui est à la source, en fait, c'est pas applicable. Ça n'empêche que le compostage est la meilleure solution pour que justement nos matières organiques puissent être utilisées directement pour nourrir la terre et pour nourrir tout l'écosystème qui permet justement de travailler la terre et permettre en fait qu'elle soit saine et qu'elle permette justement d'avoir une santé qui sera forcément meilleure, parce que si la terre est meilleure, les aliments qui sortent de la terre... Elle a plus de choses à nous donner. Elle a plus de choses à nous donner et nous-mêmes en fait ça va mieux nous nourrir. Effectivement, il y avait l'application de la loi. Il y a aussi actuellement des difficultés avec Martinique recyclage. Oui, effectivement. Donc ça, je ne sais pas si ça a échappé à certains, mais pendant la période des fêtes jusqu'au vendredi 5 janvier, le Martinique recyclage se retrouvait en difficulté parce qu'en fait, il y avait beaucoup trop de déchets qui ont été produits pendant notre période des fêtes, notre super période des fêtes, où on nous vend justement le fait que on est ensemble en famille, c'est une fête familiale, mais non, il faut la garder. Les conséquences, c'est qu'on consomme beaucoup plus. Pour le coup, je vais les appeler des déchets. On consomme des déchets. Et qu'il y a 2 choses, c'est qu'ensuite, on ne les met pas dans les bonnes bornes, parce que finalement, il y a trop de déchets, et qu'en plus, comme il y a des difficultés à récupérer les déchets, les poubelles justement qu'on a près de chez nous, en fait, nous, en tant que citoyens, finalement, en fait, on s'emmerde pas et on le met en fait dans les bacs qui ne sont pas disposés pour ça. Donc finalement, l'entreprise Martinique Recyclage, justement, qui après doit faire ce tri-là, elle a beaucoup plus de boulot, des difficultés de traitement, et c'est ce qui fait en fait qu'ils n'ont pas pu en fait traiter ces déchets-là pendant une période justement qui correspond aux fêtes de fin d'année. Donc, revoyons nos fêtes de fin d'année, encore une fois, ça fait partie du changement de paradigme. Ça va peut-être faire mal de ne plus manger du saumon qui vient de Norvège. Ça va peut-être faire mal de ne plus manger du chocolat qui ne vient pas de notre cacao. Voilà. Mais en tout cas, ça va peut-être permettre justement qu'on soit sur un territoire où on fera de la qualité. Alors moi, quand Ulrich m'a donné la nouvelle, le truc qui m'est venu en tête, c'est waouh! Fiche qu'on consomme, c'est pas possible. T'imagines, juste le jour des fêtes, et la société de recyclage est dépassée.
Ça en dit long sur notre manière de faire, ça en dit long sur notre manière de penser, en fait. Changement de paradigme s'impose. C'est pas forcément un mot à la mode, parce que Jimmy le disait, c'est vraiment une vision et une orientation où on doit se diriger. Exactement. Et donc, du coup, on a parlé du fait qu'on ne va plus dire déchets, mais matière organique. Mais il faut aussi qu'on dise, il faut qu'on réhabilite nos amis scolopendres, vers de terre, et qu'on sort. Et justement, on propose en tout cas de ne plus les appeler nuisibles, mais de les appeler insectes potalants. Parce qu'en fait, c'est eux qui vont faire tout le travail pour que la matière, la terre en tout cas, qu'ils vont en fait l'assimiler, et en fait, ils vont produire des matières organiques, des enzymes, etc., qui vont aider justement la terre après à se régénérer et qui va la rendre meuble pour qu'on puisse derrière justement faire des plantations et avoir des aliments. Alors moi, j'aimerais, même si je sais parce que je t'ai posé la question, mais ce mot m'était inconnu, potalant. Oui, potalant. Si tu peux l'expliquer. Il n'y a pas tellement à expliquer. En fait, c'est la traduction d'important dans notre langue martiniquaise. C'est, nous qu'a dit en bagaille potalant. On ne dit pas en bagaille important. Donc de plus en plus, les gens vont le dire, parce qu'on perd finalement les termes qu'on utilisait à l'époque. Voilà, effectivement, notre créole se francise. Mais en fait, si on veut être dans quelque chose de plus authentique, c'est, nous a dit, baïta potalant. Nous peut dire aussi baïta obidjoul. Ni en l'eau. Expression, nous peut utiliser toujours pour nous peut arriver justement revaloriser langue noire. Et Kofi Gicho justement fait très bien ce travail-là sur les réseaux. Donc on appelle effectivement à le suivre pour qu'on puisse retrouver une langue qui sera un peu plus qui nous représentera un peu plus. Donc, insecte potalant. Potalant, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça rappelle de changer son regard sur potalant, important. Nos petits amis. On a parlé de la déconstruction des expressions. C'est bon. Maintenant, on continue avec la permaculture. Non, on va maintenant passer à la permaculture. Toujours un changement de paradigme et toujours une alternative. Et on revient par rapport à la fin d'un cycle. Donc, dédicace à monsieur Jimmy Lagrancourt. C'était ça la 3e fois qu'il venait. Toujours c'est un grand plaisir de le recevoir. Et on a parlé de la permaculture. La permaculture, c'est une culture en permanence. C'est bien ça? Permanente culture. Permanence, ok. Et c'était la semaine dernière. C'était une thématique fort intéressante. Comment tu as... Bon, on a pu faire une première sur la permaculture. Tu as revu en tant que téléspectatrice devant ton écran d'ordinateur, pas ta télé, on se comprend. Comment tu as trouvé l'émission de ton côté? Bon, moi, de toute façon, tu sais, je suis une grande fan de... Gunsta Garden. Je suis une grande fan de Jimmy. C'est lui qui m'a fait connaître la permaculture. J'ai eu de la chance d'apprendre avec lui et à travers lui. Donc oui, j'ai trouvé cette thématique intéressante. Et puis, elle faisait suite aux 2 premières. À celle de Jonathan, où on a posé la problématique et Jonathan a apporté sa solution, à celle de Guinel avec le compostage, qui était aussi une solution pour plein d'aspects. Parce que c'est ça, les 3 solutions proposées, elles toutes solutionnent, résolvent plusieurs aspects de cette fin de cycle. Donc plusieurs problématiques de cette fin de cycle, tant celle des pesticides que celle de l'appauvrissement des sols, des sols, voilà, et consorts en fait. Il y en a tout plein d'autres. Donc chacune, ce que j'ai aimé, c'est que chacune était particulièrement polyvalente. Du coup, sur la permaculture, ce qui m'a en tout cas le plus touché, c'est sa démonstration autour des capitaux. Des capitaux que l'on a. Donc je vais laisser justement les téléspectateurs aller voir l'émission parce que Jimmy l'explique mieux que moi. Simplement, je vais juste expliquer ce que j'en ai compris. Et ce que aussi, c'est mon discours, complètement de changement de paradigme, c'est-à-dire que là, il faut passer d'un paradigme où c'est l'argent en fait qui prime. D'ailleurs, on l'appelle le nerf de la guerre. Je commence à en avoir marre de cette citation. Le nerf de la guerre, j'ai envie de dire que c'est nous-mêmes, en fait. C'est l'humanité. C'est l'humanité, c'est la nature, c'est l'environnement, c'est tout ça. Pour moi, c'est ça, le nerf de la guerre. C'est pas tellement l'argent. Donc, on passe justement de ce paradigme-là où on parle de l'argent, on parle du profit, on parle de se faire un capital financier et que il faut qu'on arrête avec ce paradigme-là parce qu'en fait, il nous mène en fait aux crises qu'on est en train de vivre actuellement. Pour rentrer dans un paradigme où on n'a pas que de l'argent à offrir à la planète. Déjà la planète et à d'autres êtres humains. On a du temps, on a des compétences, on a
des objets aussi qu'on peut échanger. On a plein de ressources qu'on peut utiliser pour pouvoir justement contribuer à ce changement, en tout cas de paradigme, qu'on appelle de nos voeux. Parce qu'on sait très bien, en fait, qu'on a besoin de changer, justement. On a besoin d'aller vers autre chose. La Martinique avance. C'est un concept qui est dit pour qu'on puisse aller, justement, vers une vision. Ben, cette vision-là, à mon avis, c'est celle qui est la plus potente. Potente, justement, pour la Martinique. Parce que ça permet, en fait, de se rendre compte qu'il n'y a pas que le profit. Ou alors, il faudrait que ce profit profite justement à une majorité de personnes, pas qu'à une seule personne. C'est pas une seule personne qui doit tout capter, et puis en fait, il fait l'appui et le beau temps parce que c'est lui qui a l'argent, et ensuite, on ne critique pas quelqu'un qui nous paie. Il faut changer cela et se rendre compte en fait qu'on a plein de ressources que l'on peut justement échanger pour pouvoir arriver. Je ne dis pas en fait de revenir à des temps anciens du troc, etc., mais il y a plein de schémas en fait qu'on peut utiliser pour pouvoir échanger du service, donner des coups de main. L'économie circulaire justement que nos aïeux utilisaient, en fait on leur donnait pas de l'argent pour qu'ils viennent faire un assoté. Ils comprenaient, on leur donnait un tinel mori le matin et puis ensuite un moment belé damier après. Donc on a déjà ces éléments-là dans notre culture, mais on tend à les oublier, on tend à les mettre de côté pour pouvoir justement aller vers le plus facile qui est l'argent, parce que c'est facile, on sort notre porte-monnaie et on a quelque chose qui sort. Mais par contre, c'est pas plus pérenne pour la Martinique. C'est censé être facile, mais ben là, arrête. Oui, bagaille mais c'est plus facile quand même de faire ça que d'aller vers une démarche qualitative. Aujourd'hui, comme l'a dit Jimmy, on est sur une île. Une île n'est pas faite pour faire du quantitatif. Une île est faite pour faire du qualitatif. Restons dans ce paradigme-là. On a des ressources qu'on peut échanger. Donc, je viens te donner un coup de main pour que tu puisses planter 5000 dachines. Ben, en échange de ça, je suis un professionnel de l'éducation. Ben, je prends ton enfant et je permets à ton enfant en fait d'avoir un atelier sur les plantes. Comme ça, il pourra connaître justement quelles sont les plantes à la fin. Donc, un service contre une action concrète. Et là, en fait, on est gagnant-gagnant. Et personne n'a déboursé d'argent à ce niveau-là. Donc, personne ne s'est appauvri. Par contre, on s'est tous les deux enrichis. Exact. C'était intéressant. Retourner au vivant. Et respecter le vivant. Respecter le vivant, respecter la nature, parce que lors du débrief, on a pu constater que tu disais, je crois que c'était toi, Naoui, tu disais que l'humanité, nous sommes les... c'est trop bien, Ulrich. On se dit les plus intelligents. Alors moi, c'est ma manière de penser. On se dit les plus intelligents, les plus matures dans cet écosystème. Ben pour moi, le rôle du plus mature, c'est de préserver, en fait. Voilà. Quand on est plus mature, quand on est plus intelligent, quand on est l'être le plus intelligent d'un groupe le plus mature, notre rôle, notre responsabilité est d'assurer la pérennité du reste de l'écosystème, au même titre que des parents dans un foyer, ou bien dans un groupe d'enfants, l'enfant le plus grand. Et pour autant, nous, c'est pas ce qu'on fait, au contraire. Donc vraiment, changement de paradigme, se réinscrire dans ce tout. Comprendre qu'on fait partie d'un tout. Et moi, je me dis, si je fais partie de quelque chose, ben, automatiquement, je me dirais qu'il ne faut pas que je le détruise. Par contre, si je m'extrais de quelque chose et je regarde cette chose de l'extérieur, je peux la servir pour mon confort. Je peux user d'elle, je peux l'utiliser. Et c'est dans ce paradigme-là qu'on est et il faut le changer. On fait partie du tout, donc il faut recommencer à s'inscrire dans ce tout pour recommencer à penser pour la pérennité de ce tout. Ça, c'est une belle transition pour la conclusion, ça. Parce que oui, effectivement, nous touchons à la fin. Donc, on va annoncer pour les prochaines émissions, pour vous susciter à continuer à nous suivre. Et pour la suite de Tchoupoutet, comment vous voyez la suite de Tchoupoutet? Parce qu'on a posé une problématique, vous avez pu constater, on a parlé de musique, éducation musicale, on a parlé des vols de terre avec Madame Gachette, on a parlé également des VSS, violences sexuelles et sexistes, également par rapport au compostage, permaculture et la fin d'un cycle. Pour la suite de Tchoupoutet, comment vous voyez les choses? On va attaquer le dur, on va attaquer la transmission. La transmission, et donc du coup, comment il faudrait justement qu'on construise un modèle qui corresponde à ce qu'on vient de dire, un modèle éducatif qui sera
différents. Donc on va déjà déconstruire le modèle actuel et puis ensuite on va proposer des solutions sur l'éducation. Et il faut bien rappeler que tout peut-être c'est pas à fait Jonathan, Naoui ou bien moi. Nous pas prêtes, c'est pas nous qui avons la belle parole et puis les gens pour écouter et puis on va faire. C'est un bagage nous qu'a fait ensemble. C'est pas nous-mêmes nous qu'a fait, c'est pour nous-mêmes. Qui donc si un monde là, il y a une thématique, il est traité, criez-nous, venez et puis nous, venez en sous plateau, même si vous pas d'accord et puis ça nous qu'a dit venez et puis il y en a et puis nous justement pour compter et puis nous qui trouver des solutions, nous qui arriver avancer ensemble. Donc les prochaines thématiques, on veut justement s'inscrire dans ça. Donc venez, nous qui parler de transmission, nous qui parler de ça. Vous appelez Zouk TV, vous aurez nos contacts ou bien sinon vous abonnez via la page F-Media 234 et à partir de là, vous laissez vos contacts et puis on en discute. Hein. On est là pour, comme tu disais, pour la transmission, nous là pour faire pour talent monter et puis montrer qu'en Martinique, il y a un savoir, il y a des problématiques, mais il y a également des gens qui ont des compétences et vous allez le constater, vous allez le voir lors des prochaines thématiques. Oui. Donc, est-ce que vous êtes là actuellement? Oui. Je vais réapparaître. Alors, pour moi, le mot de cette émission, c'est paradigme. Où est-ce que Tchoupoutet va pour moi? C'est toujours pareil. Quelles que soient les problématiques qu'on soulèvera et puis on tâchera d'en soulever un maximum, c'est toujours les faire passer par le filtre de ce que nous sommes, en fait. Un paradigme, c'est comme une chaussure sur mesure. C'est fait pour nous, c'est pensé pour nous. Donc, à partir du moment où on pense nos solutions à travers ce que nous sommes réellement, je pense qu'on est chez le bon bout. Donc, on va continuer sur cette lancée. Bois pour nous aller. Donc, le rendez-vous est pris la semaine prochaine. Vous êtes déjà ça. Bonne soirée à vous.